Ok, super. Je pense que c'est bon, vous voyez mon écran. Effectivement, Effectivement, oui, c'est partagé. Merci. ouais, on voit Ok, ton ok. écran. Ok, super. Donc, en fait, je pense que l'échange a été très enrichissant avec Lamine, donc qui a beaucoup d'expérience sur le DevOps et tout ce qui est cloud. Et d'ailleurs, même, comme il a un peu dit, en fait, il y a des outils quand même qu'il faut maîtriser pour, au moins sur le DevOps, parce que c'est des outils aujourd'hui qui sont devenus obligatoires. Et parmi ces outils-là, il y a Docker. Donc, et aujourd'hui, on va essayer de voir un peu, en fait, une introduction à Docker pour en fait, avancer maintenant sur la partie purement, bon, je ne dirais pas purement, mais quand même sur la partie qui concerne plus aujourd'hui les DevOps. Aujourd'hui, donc, depuis le début, donc, on a vu en fait, tous les prérequis, donc tout ce qui était Linux, tout ce qui était un peu de Git. Et vous allez voir aujourd'hui, un peu comme Lamine l'a expliqué, que vous allez beaucoup utiliser Git en tant que développeur pour faire du infrastructure as a code, pour faire du CI/CD. Donc, il y a beaucoup de Git, vous allez utiliser beaucoup de Git parce que c'est, disons, l'outil de communication entre les développeurs aujourd'hui et l'infra et l'équipe DevOps, mais aussi Docker Kubernetes qui aujourd'hui, en fait, sont des services de workload, on peut dire comme ça, sur lesquels aujourd'hui, en fait, on démarre nos applications, on les dimensionne, on les détruit, et ainsi de suite. Et donc, du coup, aujourd'hui, Docker est donc la définition principale de Docker, c'est que c'est un outil, n'est-ce pas, pour faciliter donc la création, le déploiement, l'exécution d'applications, mais que ces applications sont dans des conteneurs. Tout ça. Vous avez vu la dernière fois, en fait, quand on a fait un peu le déploiement, on a déployé notre application Python directement sur le serveur. Donc, on a installé Python, on a installé des prérequis de Python, en fait, tous les librairies de Python directement sur le serveur. Et là, on a utilisé PenV, donc on était sur une version 3.10, il fallait installer 3.7, n'est-ce pas? Il fallait créer en fait un environnement virtuel pour éviter que ça rentre en conflit avec le reste en fait des applications qui sont sur le serveur, et ainsi de suite, pour pouvoir démarrer maintenant l'application directement sur le serveur. N'est-ce pas? Euh, Aujourd'hui, en fait, Docker, ce qu'il nous permet de faire, et c'est ça, en fait, la définition de Docker, c'est qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est que quand tu installes donc une application directement sur le serveur, tu installes toutes les librairies pour ce serveur-là, pour cette application-là, toutes les dépendances nécessaires, il faut les installer directement sur le serveur, n'est-ce pas? Et aujourd'hui, ce même serveur-là, tu risques de ne pas le réutiliser pour une autre application. Supposons aujourd'hui, et ça c'est quelque chose qui m'est arrivé, c'est que j'ai deux applications, en fait un microservice. L'un en fait, est développé sur une vieille version de Python, donc c'était sur du Python 3.7 je pense, et l'autre application c'était sur du Python 3.12, donc la version qui vient actuellement avec Ubuntu. Et là, il fallait installer les deux. Donc, en fait, il fallait installer P-Env, créer des environnements virtuels, et chaque fois, il faut les maintenir, et ainsi de suite. Ce qui était très, très, très difficile. Et aussi, il faut comprendre des applications comme Python aujourd'hui, ou même des applications comme Angular et Node.js viennent avec des librairies qu'il faut compiler. En fait, qui viennent en fait avec des librairies qu'il faut compiler avec du C, qu'il faut compiler avec. Et Angular, par exemple, Node, ils viennent avec des librairies de Python, mais ils viennent aussi avec des librairies de C. Donc, en fait, quand il installes certains modules ou bien certains plugins, il faut compiler ces librairies-là et ces dépendances-là, ce qui rentre en conflit avec d'autres applications dans le système que tu n'avais même pas pris en compte, mais qui sont là pendant l'installation de votre système d'exploitation. Et donc là, aujourd'hui, en fait, ça peut créer des conflits. Soit tu achètes un nouveau serveur pour, euh, pour en fait, la nouvelle application, soit tu virtualises, mais bon, voilà, en fait, il y a toujours des limites sur ça. Et c'est comme ça qu'est venu aujourd'hui, en fait, en quelque sorte de cœur. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça, on peut virtualiser. Et virtualiser, comme je l'ai vu comme je vous l'ai montré la dernière fois, c'est qu'il faut installer un système d'exploitation, les libérer des dépendances à l'intérieur de ce système d'exploitation qui est virtualisé et mettre l'app donc à l'intérieur de cette machine virtuelle. Ce qui est même très, très, très lourd parce que tout simplement, en fait, s'il y a un problème de ressources qui se pose, c'est qu'installer un système d'exploitation entier pour une application,
c'est pas vraiment optimal. Et du coup, c'est là où Docker intervient. Parce que Docker, lui, il fait plus ou moins le travail de virtualisation, mais pas de la même manière. Je m'explique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une machine virtuelle, comme on a vu avec VirtualBox ou bien avec VMware, ainsi de suite, tu installes directement le système d'exploitation à l'intérieur de la machine virtuelle. Donc, tu installes tout le système d'exploitation avec, avec tout ce qui vient avec. Et même la machine virtuelle ne sait pas que c'est une machine virtuelle. Mais alors que Docker, ce qu'il fait, c'est quoi? C'est-à-dire que Docker, aujourd'hui, il utilise les ressources du système d'exploitation sur lequel tu es déjà. Donc, aujourd'hui, je suis sur ma machine, qui est une machine, supposons, sur mon serveur qui est un serveur Debian, ou bien qui est un serveur Red Hat, ou bien un serveur Ubuntu. Donc, du coup, quand j'installe Docker dessus, Docker, ce qu'il va faire, c'est qu'il va utiliser les ressources, en fait, les librairies et certaines dépendances de mon système d'exploitation au lieu de réinstaller tout. Donc, c'est-à-dire que Docker, il va aller prendre le noyau de mon Linux qui est déjà là, il va aller prendre certaines librairies qu'il va réutiliser, il va aller prendre certaines dépendances qu'il va aller réutiliser. Et maintenant, il va te créer donc un environnement isolé. Et dans cet environnement isolé-là, n'est-ce pas, tu peux exécuter ce qu'on appelle, en fait, tu peux exécuter ce qu'on appelle une image. Et cette image-là, il vient avec un ensemble de dépendances, n'est-ce pas? Et cette dépendance-là, c'est exactement que pour l'application qui va s'exécuter en fait, dans le conteneur. C'est bon, vous me suivez? Alors, vous êtes là? Oui, absolument. Ouais. On suit, hein. Ok, donc c'est ça que, donc ça dit qu'en fait, c'est les librairies, donc, et donc, à l'intérieur des conteneurs, il n'y a que les librairies et les dépendances. Et donc, les dépendances de l'application qu'on veut exécuter. Aujourd'hui, si on veut exécuter une application Java et qu'on récupère une image de Java, donc il vient que mettre les librairies de Java à l'intérieur de cette image-là. Et tout le reste, Docker va aller récupérer sur le système d'exploitation qui aujourd'hui héberge, qui est donc notre machine hôte. Et c'est la même chose pour Angular, c'est la même chose pour Node.js, c'est la même chose pour Postgre. Et l'avantage de ça, c'est quoi? L'avantage, c'est qu'aujourd'hui, l'image donc, est moins lourde que la machine virtuelle, parce que la machine virtuelle, c'est un système d'exploitation complet. Donc, du coup, l'image Docker, c'est juste une partie du système d'exploitation, donc c'est moins lourd. Du coup, il utilise moins de ressources en termes de RAM, en termes de CPU, ainsi de suite, mais aussi il démarre beaucoup plus rapidement. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, dès que en fait, tu lances, tous les librairies nécessaires sont déjà là. Et donc, du coup, il n'y a que l'application qui se lance et elle va utiliser ces ressources-là. Donc, c'est ça l'avantage aujourd'hui de Dockeriser une application par rapport à la virtualisation qu'on a vu avant. Et donc aussi, un truc intéressant avec Docker, et même on peut le faire avec la virtualisation, mais un truc intéressant avec Docker, c'est que on peut le mettre à l'intérieur même d'une machine virtuelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, vous pouvez créer votre machine virtuelle, comme ce qu'on a fait depuis le début, créer votre machine virtuelle, et à l'intérieur de cette machine virtuelle-là, vous allez déployer, en fait, Docker Engine et installer vos images Docker, en fait, et déployer vos images Docker dessus. Donc, du coup, à partir du moment où la machine virtuelle se considère comme un système d'exploitation à part entière et que lui, il se considère comme une machine à part entière, lorsque vous allez installer Docker, Docker va récupérer donc les ressources de la machine virtuelle et maintenant lancer les images et partager en fait certaines librairies entre ces différentes images-là. Maintenant, Docker, il vient avec donc c'est une application. Donc, en fait, c'est une société qui l'a développée. C'est une application qu'il faut installer. Et il est gratuit par défaut. Donc, ça veut dire quand je dis il est gratuit par défaut, donc c'est qu'il y a une version gratuite sur laquelle on peut utiliser, qu'on peut travailler et faire presque 100% de ce qu'on a à faire sans pour autant avoir besoin de payer. Aujourd'hui, moi, presque jamais payé. Bon, j'ai jamais payé Docker. Je pense qu'il y a une version entreprise que j'ai une fois utilisée parce que c'était dans le cadre de l'entreprise, dans le cadre en fait, dans une entreprise où j'ai eu à travailler qui avait déjà acheté la licence enterprise, n'est-ce pas? Mais la version Community Edition est largement suffisante pour travailler avec Docker. Donc, cette version-là
En fait, vous pouvez aller le télécharger. Donc, on va aller le voir comment le faire. Vous pouvez aller le télécharger sur le site de Docker, l'installer sur votre application, l'installer sur votre instance, sur votre machine, ou bien sur votre instance AWS, ou bien Digital Ocean, whatever, et commencer à y travailler. Et c'est largement suffisant. Mais aussi, il y a une version entreprise. La version entreprise, c'est quoi? La version entreprise, c'est la version aujourd'hui qui est utilisée, par exemple, qui donne des services supplémentaires aux entreprises. Quand je dis des services supplémentaires, donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des fonctionnalités, par exemple, de gestion multi-images, de gestion de performance, ainsi de suite, dont les entreprises ont besoin, n'est-ce pas, pour des coûts, pour des questions de coûts, pour des questions de facilité de management, parce qu'aujourd'hui, quand tu es dans une entreprise qui n'est pas une entreprise tech, par exemple, supposons l'entreprise dans laquelle moi je suis, donc Baobab, qui n'est pas une entreprise tech en tant que telle, c'est une entreprise financière, de microfinance, donc financière en gros. Et cette entreprise financière-là, aujourd'hui, leur métier principal, ce n'est pas de faire de l'informatique, ce n'est pas de faire de technique. Ça. On a un département IT qui est assez grand, presque qui avoisine 100 personnes, mais cela ne fait pas qu'on ait une entreprise tech. Mais, donc, du coup, l'entreprise ne peut pas se permettre de mettre beaucoup de coûts dans l'IT. En fait, dépasser un certain pourcentage sur le chiffre d'affaires de l'entreprise. Donc, du coup, aujourd'hui, avoir des employés en temps plein qui gèrent, par exemple, des images qui up, down, et ainsi de suite, n'est pas l'idéal. Donc, ils peuvent payer donc, une licence enterprise pour avoir certaines fonctionnalités et avoir un certain support de Docker en tant que tel. Donc, c'est à ça que permet donc la version enterprise. Et bien sûr, pour les personnes qui veulent faire la certification Docker, donc le DCA, je pense que ça s'appelle le DCA, Docker Certification Associate, je pense, c'est ça. Ils auront besoin d'avoir au moins une fois touché à l'Enterprise Edition parce qu'en fait, il y a des questions qui sont liées à cette édition Enterprise. Donc, c'est ça, donc, en fait, pour les différentes éditions de Docker. Maintenant, nous, on va connaître sur la version Community, parce que c'est ça qui nous intéresse. Et cette version Community, aujourd'hui, il y a un truc qu'il faut savoir avec Docker, et c'est un grand débat, c'est que Docker, par défaut, marche sur des systèmes d'exploitation à base de Linux Unix. Parce que pourquoi? Parce qu'ils utilisent le noyau de Linux. Donc, comme je l'ai dit, ils partagent en fait les ressources de votre système d'exploitation. Donc, en fait, ils utilisent le noyau de Linux pour faire de l'ordonnancement, pour récupérer des certaines librairies, récupérer certaines dépendances, pour pouvoir lancer les images. Donc, aujourd'hui, par défaut, et beaucoup de gens, en fait, ne le savent pas, c'est qu'ils peuvent installer Docker sur du Mac. Bon, Mac, c'est à base Unix. Sur du Windows, n'est-ce pas? En se disant que Docker marche sur du Windows. En fait, ce que Docker fait, c'est qu'il crée une couche entre l'instance Windows et votre Docker. Et sur cette couche-là, en fait, il crée en fait, une sorte d'émulation de votre noyau au Linux. C'est pourquoi des fois, les gens qui vont installer donc Docker, on va leur demander d'activer la virtualisation en fait, au démarrage sur Windows pour pouvoir installer Docker. Maintenant, la version community, il vient à deux parties. Donc, il y a une première partie, donc, en fait, disons, user-friendly, qu'on appelle donc le Docker Desktop. Docker Desktop, c'est une version de Docker aujourd'hui que je peux considérer comme étant, en fait, avec une interface graphique qui vous permet aujourd'hui de gérer vos images en cliquant avec des boutons, et ainsi de suite. N'est-ce pas? Et donc, cette version-là, aujourd'hui, vous pouvez l'installer sur tous les systèmes d'exploitation qui existent, que ce soit sur un Mac, que ce soit sur un Linux, que ce soit sur un Windows, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, supposons que vous êtes sur un serveur, donc sur votre serveur Ubuntu ou bien votre serveur Debian, donc qui se trouve sur le cloud ou bien qui se trouve sur votre rack on-premise. Ce serveur-là n'a pas d'interface graphique. Donc, il faut l'utiliser avec en ligne de commande. Maintenant, pour l'utiliser en ligne de commande, il y a la même version de Docker, mais qui existe en ligne de commande, ce qu'on appelle donc le Docker Engine qu'il faut installer. Donc, Docker, ça s'appelle Docker CE Community Edition Engine qu'il faut installer donc au niveau de ce serveur-là et pas la version desktop que vous allez utiliser
aujourd'hui sur votre desktop pour pouvoir manipuler donc votre Docker. Mais les deux se valent. Et les deux font exactement la même chose. Juste que en fait, le Docker desktop n'a pas une version en fait à la GUI, alors que le Docker Engine, c'est juste l'engin Docker et que vous allez l'utiliser en ligne de commande. Donc, du coup, le fonctionnement de Docker. Docker fonctionne en fait, d'abord, pour commencer d'abord, en fait, un peu de vocabulaire pour maîtriser un peu, pour savoir un peu ce qu'il y a. Docker, comment il fonctionne? Donc, c'est que Docker, il récupère ce qu'on appelle des images. Donc, des images, c'est quoi? C'est un peu comme, je peux le dire, c'est un peu comme les ISO ou bien les snapshots pour installer un système d'exploitation. Aujourd'hui, si on prend par exemple, aujourd'hui, vous voulez installer votre Linux ou bien vous voulez installer votre Windows, vous allez sur le site, vous téléchargez votre ISO ou bien votre fichier snapshot ou bien votre appliance et vous l'installez directement sur votre système d'exploitation. Donc, l'image, Docker, l'image, c'est un peu ça. Mais ce qu'à la place d'être un système d'exploitation complet, c'est une seule application à l'intérieur. Donc, aujourd'hui, vous voulez faire une application Java, Docker vous crée une image avec les dépendances Java qu'il va encapsuler. Et donc, c'est cette image-là que vous allez utiliser pour lancer votre application. Et donc, du coup, à partir du moment où on prend cette application-là et qu'on la lance, il ne devient plus une image. C'est un peu comme aujourd'hui, vous prenez votre ISO, par exemple Linux ou bien votre ISO Windows, c'est une image quand c'est à l'état d'ISO. Mais à partir du moment où vous l'installez sur votre machine, à partir du moment où vous l'installez sur votre serveur, donc là, il devient un système d'exploitation complet. Donc, sur Docker aussi, c'est la même chose. Aujourd'hui, si vous prenez une image et que vous le lancez et qu'il démarre, donc il ne devient plus une image, mais il devient un conteneur. Et aussi, toujours comme votre système d'exploitation, votre ISO, avec votre image ISO, vous pouvez installer plusieurs machines, ou bien plusieurs machines virtuelles, mais soit, ou bien plusieurs serveurs avec le même ISO. Donc, c'est la même chose aussi avec Docker. Donc, c'est que lorsque vous avez votre image, vous pouvez démarrer autant de conteneurs que vous voulez avec, avec cette même image-là. Donc, du coup, maintenant, comment ça se passe, tout ça? Ce qui se passe, c'est que on a ce qu'on appelle le Docker host. Donc, le Docker host, c'est donc le serveur sur lequel vous avez installé, ou bien l'environnement sur lequel vous avez installé Docker. Ça peut être votre machine, ça peut être un serveur sur le cloud, ça peut être un serveur sur on-premise. Et c'est là où vous avez installé ce qu'on appelle Docker en quelque sorte. Donc, le Docker Engine, le noyau de Docker, n'est-ce pas? Et lorsque vous installez le noyau de Docker, il démarre une application qu'on appelle le daemon. Le Docker daemon. Le daemon, en quelque sorte, comment je peux l'expliquer, c'est que c'est comme une sorte de service sous Linux, n'est-ce pas, qui offre, en fait, qui interagit avec, avec les standards in et les standards out. Donc, c'est la même chose aussi avec Docker. Donc, ça veut dire que lorsque vous installez votre Docker Engine, il démarre un daemon. Et ce daemon-là, aujourd'hui, c'est avec ce daemon-là que vous allez interagir. Souvent, en fait, le client se trouve même, et même le Docker host, mais ça peut être même autre chose. Hein. Le client peut être en fait, une ligne de commande qui se trouve sur un autre serveur, mais comme aussi, et très souvent, ça se trouve sur le même serveur. Le client peut être une application web, ça peut être API, et ainsi de suite. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il pose une API que vous pouvez consommer et utiliser. Mais dans la plupart du cas, et dans tous les cas que moi-même j'ai vu, c'est que le Docker client est directement installé. Quand on installe le Docker Engine, le Docker client est installé et souvent les gens se connectent sur le serveur pour faire les requêtes Docker directement sur le même serveur que le Docker host. Et donc, ce qui se passe, c'est quoi? Donc, ça veut dire qu'en fait, aujourd'hui, supposons qu'on a un système d'exploitation, on veut installer on a un serveur, on veut installer notre serveur. Pour installer ce serveur-là, qu'est-ce qu'on va faire? Excusez-moi une minute. OK. Donc, pour installer ce serveur-là, qu'est-ce qu'on va faire? C'est très simple. Premièrement, on prend notre, on va aller télécharger notre image directement sur le site de l'éditeur. Donc, ça veut dire qu'on veut installer notre Ubuntu ou bien notre Debian. On va sur le site de Ubuntu ou bien de Debian, on télécharge notre ISO. Et lorsqu'on télécharge notre ISO, donc après, on prend cette ISO-là et on va mettre au démarrage de notre système d'exploitation de notre machine pour qu'il boot avec et installer en fait, notre image, donc notre ISO, sur le serveur et pour lancer le système d'exploitation. C'est exactement le même process avec Docker. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'aujourd'hui, vous voulez lancer une application. Docker va télécharger l'image dont vous avez besoin.
que ce soit du Engine, que ce soit du Ubuntu, que ce soit du Cassandra, que ce soit du HTTP, et ainsi de suite, il va aller télécharger l'image, n'est-ce pas, directement sur ce qu'on appelle aujourd'hui le registry. Le registry, donc, c'est comme une base de données. C'est comme, en fait, un serveur de stockage où on publie des images, où les développeurs, ou bien même Docker, même publié des images officielles, et que vous-même, vous pouvez publier des images dessus, et que quelqu'un peut aller récupérer donc, ces images-là, l'installer, donc le télécharger donc, sur votre Docker OS. Et maintenant, lorsque vous avez besoin de cette image-là, vous récupérez l'image, vous le lancez et il devient, donc vous récupérez l'image qui est là, vous le lancez et il devient un conteneur. Et lorsqu'il devient un conteneur, naturellement, vous pouvez l'utiliser. Mais aussi, ça c'est une utilisation, disons, le premier flow. Supposons aujourd'hui aussi, vous pouvez avoir le flow où vous voulez vous-même, vous avez votre costume image. Aujourd'hui, c'est possible de créer vos propres images, n'est-ce pas? Et vous allez beaucoup en faire, donc, en fait, durant ce séminaire-là. Donc, du coup, vous créez votre propre image. Maintenant, pour utiliser cette image-là, il faut d'abord le déployer sur un registry, donc on le lance, le mettre sur un repository. Et maintenant, lorsque vous en avez besoin, vous récupérez donc cette image-là qui sera installée sur votre machine et après vous l'utilisez pour en fait lancer vos conteneurs. En quelque sorte, c'est un peu comme ça en fait que Docker fonctionne de façon générale. Après, on pourra entrer dans les détails au fur et à mesure de ce cours-là. Est-ce que vous avez des questions par rapport à jusque-là? Oui, par rapport à l'image, le Docker host, je vois qu'il y a le démo Docker. Le registre, quand même, je sais que c'est indépendant, mais les deux, la liaison entre le client, là où c'est écrit Docker client et le client Docker et le Docker host. Est-ce que c'est des postes différents ou? Oui, c'est ce que j'ai déjà. Donc ça veut dire qu'en fait, très souvent et par défaut, en fait, le Docker client est dans le Docker host. Aujourd'hui, disons que je peux dire qu'à 95% des cas, ça, le Docker client est dans le Docker host. Quand tu installes le Docker Engine, le Docker client est installé aussi par défaut. Donc, vous pouvez utiliser sur la ligne de commande Docker pull, et ainsi de suite directement. Mais il peut arriver aussi d'installer le client en dehors. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on installe le client, par exemple, sur votre machine et on lui indique là où se trouve le Docker daemon. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, on lui dit sur tel port et sur tel serveur, démarre un daemon Docker. Donc, quand je fais un Docker pull, l'engine se trouve sur tel port. Mais personnellement, je l'ai vu qu'en théorie. Personnellement, je n'ai jamais vu personne quelqu'un le faire, mais apparemment c'est possible. Mais je l'ai vu qu'en théorie. Il y a aussi possibilité aussi d'utiliser un API, donc d'utiliser Docker directement avec comment ça s'appelle encore, en fait, une application web pour pouvoir en fait utiliser. Accéder. Mais comme je l'ai dit, c'est, disons, à 90 ou bien 95% des cas, n'est-ce pas, en fait, on va le voir après parce que pourquoi quand on va faire du Kubernetes, vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup de commandes Docker que vous n'allez pas utiliser. Donc, du coup, les gens ne se fatiguent pas beaucoup pour voilà, en fait, créer une API ou bien sortir le client directement. D'autant plus que lorsqu'on va commencer donc, à utiliser Docker, vous allez voir que Docker va faire, disons, 100% du travail qu'on va faire avec Docker. D'accord, c'est clair. D'autres questions? Ok, bon, en fait, s'il n'y a pas de questions, je pense que, bon, en principe, on était censé faire un démo, donc voilà, il reste 5 minutes. Je vais juste vous montrer un peu l'installation de Docker, n'est-ce ça, et le Docker desktop, je pense que mon Docker desktop marche. Donc, pour ça, en fait, il faut toujours aller sur le site de Docker. Et sur le site de Docker, on peut, donc là, bon, en fait, taper Docker sur Google. Et donc là, lorsque vous allez sur le site de Docker, bon, par défaut, moi, aujourd'hui, je suis sur un Mac. Bon, c'est pourquoi il me propose directement un Mac directement avec un chipset Intel. Donc, du coup, je choisis mon système d'exploitation. Donc, pour les gens qui sont sur Linux, Windows, bon, pour Linux, c'est facile. Vous téléchargez l'exec, il a lancé, c'est pas intelligent. Voilà, c'est un exec qu'il faut télécharger et double-cliquer et suivre les instructions. Maintenant, il y a un prérequis, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un prérequis sur Windows. Donc, surtout depuis Windows 10,
c'est qu'il faut activer le Hyper-V, donc il faut activer le Hyper-V, le système en fait pour pouvoir virtualiser. Donc, en principe, je pense que vous tous, vous avez déjà installé VirtualBox ou bien VMware, donc le Hyper-V est déjà activé sur Windows, donc il n'y a pas de problème. Pour ceux qui sont sur Linux, je vous conseille idéalement d'utiliser donc le système de ligne de commande. Donc là, attends, je vais aller directement sur le site de la documentation, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Donc en fait, quand vous allez donc là, lorsque vous êtes ici sur la page là, learn more, cliquez sur learn more about Docker et d'installer. Oups, attends, il y a ce truc là que j'oublie toujours de. Voilà. Donc, et d'installer donc install Docker Desktop. Et à partir de install Docker Desktop, vous suivez ici les instructions selon votre système d'exploitation. Pour ceux qui sont sur du Mac, ils ne maintiennent pas sur ils ne maintiennent que les 3 dernières versions de Mac. Donc, ça dit qu'en fait, ceux qui ont des versions, je pense, 10, 15, n'est-ce pas? 10, 15 et bon, je pense que 10, 14 ou bien 10, 15, je ne me rappelle plus. Et en bas, ça risque de ne pas marcher. Donc, du coup, ils ne maintiennent que les 3 ou bien les 4 dernières versions de Mac. Mais bon, l'installation est assez facile, donc il faut juste suivre les instructions, CMDMG et drag drop, et il est sur l'application. Pour ceux qui sont sur du Windows, sur du Linux, n'est-ce pas? Moi, je vous recommande d'utiliser donc le repository. Donc, c'est-à-dire que d'aller, en fait, de suivre les instructions pour installer le recovery. Le repository est utilisé appliquer install ou bien install pour télécharger, pour installer le Docker. Sinon, vous pouvez utiliser en fait les systèmes TAR-gzip, donc c'est-à-dire que le binaire et le compilé, mais personnellement, ça va juste vous fatiguer. Et ça ne sert pas vraiment de valeur ajoutée. Maintenant, ceux qui sont sur du Windows, comme je l'ai dit, donc en fait, il faut vous assurer que le Hyper-V est bien activé, n'est-ce pas, sur les Windows 10 et Windows 11, n'est-ce pas? Et aussi, si vous utilisez WSL, parce que là, ça m'a un peu fatigué sur du Windows la dernière fois, sur du Windows 11, il va vous demander si vous voulez utiliser Hyper-V ou bien WSL. Il faut bien lire la documentation pour savoir, en fait, votre version de Windows, les droits que vous avez sur votre environnement. Et par exemple, si c'est un Windows professionnel entreprise ou bien c'est une Windows familiale, et ainsi de suite. Donc, c'est des contraintes qu'il faut donc que prenez le temps de lire un peu la documentation dessus. Parce que sinon, après, sur la dernière version de Docker, c'est un peu compliqué d'installer et de faire en fait, Docker. Parce que comme je vous l'ai dit, il doit installer donc en fait une couche Linux pour pouvoir démarrer Docker. Et donc, pour ça, il faut qu'il virtualise un peu en fait, cette couche Linux-là pour pouvoir l'utiliser. Donc, en gros, ça, c'est pour l'installation donc desktop sur votre machine. Et en principe, il doit avoir l'air comme ça. Attends, je vais démarrer le mien. J'espère que là, je ne l'ai pas. Voilà, il est là. Donc, en fait, pour tous les systèmes d'exploitation, c'est la même interface. Hein. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de différence. Dès que c'est l'installation qui diffère, mais dès que vous l'installez, il n'y a pas de différence. Ça. Et donc là, sur la version desktop, donc moi, le problème, c'est que c'est la première, je viens de l'installer sur cette machine-là, donc il prend son temps. Vas-y. Donc, du coup, l'interface qu'il va m'apporter, c'est exactement la même chose que pour tout, que ce soit sur du Linux, que ce soit sur du Windows, que ce soit sur du Mac, c'est la même interface. N'est-ce pas? OK, donc là, maintenant, quand vous l'installez pour la première fois, n'est-ce pas? Bon, il y a les thèmes de référence qu'il va vous demander. Après, il va vous demander, n'est-ce pas, d'installer, en fait, d'installer, de mettre en place. Attends, là, il me demande les clés. OK. Là, je dois lui donner les droits de route. Voilà, il a installé, c'est bon. Donc là, il démarre. Donc là, quand je viens ici, n'est-ce pas, j'ai 2 options. Je peux soit continuer sans utiliser, sans me connecter,
Donc, du coup, si vous voulez juste en fait, utiliser Docker, mais qu'après, vous ne voulez pas déployer des images, vous pouvez continuer sans vous enregistrer. Donc, en fait, bon, tout ça, vous pouvez faire du Skype, voilà. Et cette interface-là, c'est la même chose pour tout le monde. Moi, personnellement, en fait, je m'identifie tout le temps. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque je m'identifie, ça me permet aujourd'hui de faire du Docker Pool, par exemple, donc de déployer des images sur Docker Hub. Et pour s'identifier, il faut aller donc sur le site de Docker Hub et vous créez un compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte que j'ai linké avec mon SSO Gmail. Du coup, en fait, dès que je me connecte, il va me dire, OK, c'est bon, tu es connecté. Et tu peux revenir sur Docker. Donc là, vous allez voir ici, voilà, il va mettre à jour pour dire que je suis connecté. N'est-ce pas? Donc, mais ce n'est pas obligatoire, mais c'est juste, par exemple, lorsque vous voulez Bon, faire je des pense pools. que... Allô? Oui, oui. Bon, on est toujours sur le navigateur, hein, sur le Vous êtes toujours sur partage, le là. navigateur. Ouais. Oh, excusez-moi. OK, c'est bon. Vous voyez le Docker desktop. Desktop, oui, c'est bon. C'est bon, ouais. Voilà. Donc, voilà. Donc, du coup, comme je l'ai dit, après s'être authentifié, donc, en fait, vous allez voir ici qui va vous dire que vous êtes authentifié avec votre licence et tout. Bon, moi, personnellement, je ne suis pas souvent cette interface-là. Donc, dès que vous l'installez, comme je l'ai dit tout à l'heure, là, il faut que j'arrête cette. Donc, là, je l'avais démarré. J'ouvre une nouvelle fenêtre. Voilà. Donc, là, quand vous le démarrez, vous allez vous rendre compte que lorsque vous venez sur votre ligne de commande, vous faites Docker, -h. Vous voyez, en fait, il y a la ligne de commande qui marche. Donc là, en fait, maintenant, vous pouvez utiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a le Docker click qui est installé. Donc, vous pouvez utiliser votre Docker Engine directement en ligne de commande. Donc, moi, très rarement, j'utilise très rarement j'utilise très rarement le desktop. Souvent, c'est quand j'ai la flemme ou bien j'ai oublié certaines commandes que je vais sur le desktop pour le faire avec le GUI. Mais bon, moi, personnellement, j'utilise beaucoup en fait, en ligne de commande. Et donc là, en gros, c'est l'installation de Docker Desktop. Maintenant, si vous voulez installer en fait Docker pour un serveur, donc là, on va le faire donc la prochaine fois, mais je vais juste vous montrer. Donc là, il faut venir sur Docker Engine. Là, au niveau de... Attends, je zoome un peu. Voilà, donc en fait, là, il faut venir sur Docker Engine, qui est là. Et sur Docker Engine, vous suivez les instructions pour le déploiement. Voilà. Vous suivez les instructions. Docker Engine, comme je l'ai dit, ne marche que sur du Linux. Parce que là, c'est seulement le nom, il va installer le noyau. Il n'y a pas d'émulation. Donc, ça veut dire que vous ne pouvez pas installer sur votre Windows Server un Docker Engine, par exemple. Mais quand vous êtes sur votre Docker, si vous êtes sur Linux, sur un serveur Linux, donc en fait, c'est là où on utilise Docker Engine. Mais sur du Windows, c'est du Docker Desktop qu'il faut utiliser. Et c'est principalement pour du... bon, on peut l'utiliser en production, mais personnellement, ça ne sert à rien. Donc, si vous êtes sur du Linux, sur un serveur Linux, c'est du Docker Engine. Et vous allez voir ici, les recommandations, c'est sur les différentes distributions Linux qui existent actuellement. Et par exemple, utiliser le binaire pour par exemple, installer. Donc, il y a deux choses que vous devez savoir. Votre distribution Linux et votre CPU. Et ça, c'est très important. Et je pense que c'est Abdoulaye qui a un Mac, c'est ça, je pense. Abdoulaye, je pense que c'est Abdoulaye qui a un Mac, c'est ça, non? Bon, j'ai un Mac et je pense aussi que Samba aussi a un Mac. Ouais. Si vous avez un Mac, donc si vous avez un Mac comme celui que j'ai, moi, j'ai un Mac de Intel, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez un Mac M1, vous allez installer, ça va marcher. Mais lorsqu'on va faire du déploiement, en fait, sur du déploiement, vous allez vous rendre compte que vous ne pourrez pas builder, par défaut, vous ne pourrez pas builder des images qui vont marcher sur les autres serveurs. Parce que le processus sera déposé sur ARM. Et donc, les images qu'il va builder, ce sont des images ARM par défaut. Bon, après, en fait, pour ça, donc pendant le TP, je vais vous montrer comment faire. Mais c'est comme ça que, en fait, par défaut, lorsque vous allez builder votre image Docker, il va prendre votre type de CPU, il va builder votre image avec votre type de CPU que vous avez, par défaut. Et donc, du coup, lorsque vous avez des Mac M1, il va builder avec des CPU ARM. Et du coup, lorsque vous allez le déployer, par exemple, si moi je le télécharge, ça ne va pas marcher chez moi. Donc, c'est important de savoir votre type de CPU, parce que ça va permettre maintenant que lorsque vous allez builder,
la commande de build, par exemple, si vous avez un X8664, il n'y a pas de problème. Mais si vous avez des ARM et des Arch, n'est-ce pas? Là, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, en fait vous n'allez pas builder comme les autres, n'est-ce pas? Donc, et là, après, bon, vous suivez les instructions, hein, c'est assez simple, les instructions. Supposons je prends Ubuntu, moi, que j'utilise souvent, n'est-ce pas? Donc là, il faut juste suivre les commandes qui sont là. Et comme on l'a vu donc sur le cours de Linux. Oui, allô? OK. Donc, comme on l'a vu donc sur le cours de Linux, donc en fait, installer les certificats, ajouter le repository, donc un peu comme ce qu'on a vu, donc avec les pipes pour faire des redirections, faire un curl et rediriger, et ajouter ça ajouter le repository, télécharger les clés, les valider, et en fait, bon, c'est là, bon, ça c'est les clés, mais c'est là le repository. Un peu comme ce que vous disiez la dernière fois, il y a des commandes T, comme là, il y a le commande T pour ajouter donc la sortie de cette sortie-là directement sur ce fichier-là. Et ça, cette commande-là va vous permettre d'installer Docker Engine avec du sudo apt-get install, n'est-ce pas? Si vous êtes en production, en fait, ne jamais utiliser la version latest, mais d'utiliser une version de friser sur une version spécifique. Bon, là cette capture d'écran date, mais quand même, parce qu'on est sur la version 25, de friser sur une version spécifique, ça va permettre, lorsque votre système se met à jour, de ne pas mettre à jour votre Docker et de créer en fait, comment ça s'appelle encore? Des erreurs, donc des déprékits sur vos images ou bien sur certaines de vos images, et ainsi de suite. Donc, lorsque vous êtes en production, de friser la version, n'est-ce pas? Et après, c'est tout, hein, l'installation, ça prend 5 minutes. Donc, du coup, là, lorsque vous l'installez, c'est la même chose. La seule différence, c'est que vous n'avez pas l'interface graphique là, vous n'avez pas cette interface graphique. Ça, vous ne l'aurez pas, mais vous pouvez utiliser Docker directement en ligne de commande, donc Docker Run, comme ce que je fais là, Hello World, qui va aller télécharger donc l'image Hello World sur le Docker Hub. Docker Hub, le télécharger et l'installer donc sur ma machine. Et, OK. Donc là, il va le regarder en local, il ne va pas, il va aller le télécharger. Donc là, il l'a téléchargé et donc il l'a exécuté pour me dire, OK, Docker est bien installé. Hello from Docker. Donc ça, c'est un test. Donc quand je fais un Docker PS, je verrai donc le conteneur. Docker PS, donc il a arrêté d'ailleurs même. Donc voilà, il a arrêté, il a lancé, il a exécuté, il a arrêté. Donc il est là, l'image est là. Bien, je fais un Docker images. Voilà, l'image est là qu'il a téléchargé. Donc en gros, c'était en fait l'introduction à Docker que je voulais faire. Donc à partir donc de samedi, on va commencer donc les TP. Donc, à partir d'aujourd'hui, on n'a plus de cours théoriques en principe. Donc, en fait, on va faire des TP. Et ce serait bien pour, si vous pouvez installer Docker. Bon, moi, je vous conseillerais d'aller sur le site donc sur le site en fait, de Docker et d'installer le Docker Engine, d'installer un serveur Ubuntu, par exemple, le 2204, et d'installer donc Docker Engine. Comme ça, on va utiliser le Docker Engine via une machine virtuelle. Comme ça, là, en fait, on ne va pas utiliser donc vos machines directement, donc on va utiliser les machines virtuelles. Comme ça, on pourra jouer carrément comme on va. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions.